ça ne l'honore pas et ce n'est pas en faveur de nos populations. Il y en a qui sont obligés de creuser eux-mêmes des forages pour avoir de l'eau. Ce n'est pas normal. C'est à l'État de pouvoir l'eau potable pour tout le monde. Voilà. Donc, on interpelle le ministère en charge de l'hydraulique, mais on interpelle également le conseil régional de Daloa et les conseils régionaux de toutes ces localités qui ont ce problème d'eau potable. Voilà. On a reçu des plaintes, et ça, ce n'est pas les premières, concernant les compagnies de téléphonie. Non seulement vous nous abonnez à notre insu à des produits, mais quand les gens veulent se désabonner, ce n'est pas toujours que la syntaxe marche. Donc vraiment, on veut encore le souligner. Et c'est toutes les compagnies, que ce soit Move, MTN ou Orange, les gens se plaignent de toutes les compagnies concernant ce fait-là. Des abonnements qui sont faits à notre insu et quand on veut se désabonner, c'est un problème. On fait des prélèvements, c'est 25 francs, c'est 50 francs, c'est 100 francs, mais on le fait sur combien de millions d'Ivoiriens? Vous voyez ce que ça leur rapporte. On a aussi des problèmes qui nous ont été signalés par rapport aux banques. Quand les gens veulent faire des changements de banque, ils ont tous les problèmes. Vraiment, c'est très, très désagréable pour les usagers. Donc, vraiment, faites un effort pour régler tous ces problèmes-là parce que sinon, à un moment donné, on sera obligé de citer ces banques-là. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont quitté aussi certaines banques pour aller à la banque du Trésor. Eux aussi, ils se plaignent. Voilà. Il y a un monsieur qui est parti de la BCC à la Générale. Il nous a même donné son matricule, mais je pense que ce n'est pas bon de l'exposer ici parce que plusieurs sont dans ce cas. Vraiment qu'il faut régler ça. Parce que quand vous voulez que les gens viennent chez vous, vous les amadouez. Une fois qu'ils viennent, vous les maltraitez. Ce n'est pas bien. Voilà. CAFOP de Boaké. On dit là-bas, là, il y a cotisation en désordre avec des frais qui seraient sans fondement. On dit même pour demander renseignement, on paye 1000 francs. Bon, dans tous les cas, il faut que tous ces prélèvements-là s'arrêtent. Et ce qui est mauvais, c'est que on dit aux étudiants là de se taire, de payer. Ils vont se payer sur le terrain. Ils vont se payer sur le terrain comment? On dit l'école est gratuite. Donc c'est vous qui encouragez le fait que les enseignants exigent des choses des élèves. Ça, c'est pas bien. Donc vraiment, Madame le ministre de l'Éducation nationale, essayez de voir ce qui se passe dans les CAFOP. Parce qu'on nous a signalé le CAFOP 1 de Boaké. On nous a signalé aussi le CAFOP de Yamoussoukro. En tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout ce qui se passe là-bas. Au CAFOP de Yamoussoukro même là, les élèves ont du mal à se nourrir et chaque fois on leur demande, ils m'ont montré leur liste là. Il y a fût des dents, il y a bon, cravate encore, c'est pour la tenue, on peut comprendre. Mais les fûts d'eau, il y a plein de choses dedans qui sont bizarres. Je n'ai pas noté tous les détails, mais si vous voulez, on va revenir dessus la prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, il faut régler ça dans les écoles. Ce n'est pas seulement les CAFOP. Même dans toutes les grandes écoles, là, les gens se plaignent de ce genre de choses. À l'INFAS, à l'INJS, partout. Il y a trop de dépenses pour les étudiants. Anader, on vous avait dit la semaine surpassée que les retraités de 2021, 2022, 2023 n'étaient pas encore payés. Et la semaine passée, ceux de 2021 et 2022 ont été payés. Donc, on attend pour ceux de 2023 et on espère qu'on ne va pas faire attendre ceux de 2024. Les vendeurs de loterie, là, les trucs de loterie, là, voilà, ils se plaignent eux aussi. Vous savez, dans ce pays-là, quand il y a un secteur qui marche, là, ça énerve les gens. Ça dit que quelque chose ne doit pas marcher pour le peuple. Les temps qui vont suivre, ou la prochaine année fiscale qui va venir, on va serrer tout. C'est quoi ils ont fait pour Yango là? Avant, c'était une bonne affaire. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas propriétaire de ta voiture, là, tu ne gagnes rien. Donc, c'est la même chose. Les vendeurs de l'auto, là, ils disent qu'avant, ils avaient 10%. Et c'est la LONASE qui réparait leurs machines. Et leur patron avait 5%. Mais maintenant, là, on ne répare plus leurs machines. Ils n'ont pas... Ok, excusez-moi. Donc,
ils n'ont pas les pourcentages ont baissé. Et puis, ils ont la concurrence. Ils ont la concurrence de ceux-mêmes qui travaillent à la LONASI. Vous voyez, non? Ça, là, c'est un fait qui existe partout, hein. On dit les jeunes font migration. Pourquoi ils font migration? Mais quand ils essaient de travailler ici, là, les gens même qui doivent leur donner des marchés sont leurs concurrents. Voilà comment ça se passe. Et puis, tous les secteurs sont fermés à la jeunesse qui n'a plus d'autre choix que d'aller tenter sa chance derrière l'eau. Vous voyez? Donc, vraiment, ceux qui font la loto, là, ils se plaignent. Pardonnez, les responsables de la LONASI, là, dites à vos agents, soit ils démissionnent pour venir faire ça, soit ils respectent les règles, mais faire une concurrence déloyale à ces agents-là, c'est pas bon. Et même quand ils veulent une machine, il faut payer pour avoir la machine, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. La grève de la Poste continue. Et on vous a dit qu'à la Poste, là, on vous donne 1 mois de salaire, vous attendez 3 mois pour être payé encore. C'est comment ça se passe là-bas. Donc, ils sont en grève et on espère que le ministère en charge de la Poste va prendre ses responsabilités parce que ça dure depuis 2017. Ça dure depuis 2017. Voilà. On nous a signalé aussi des rafles abusives. Et affaire de rafle là, ça là, c'est pas nouveau, hein, seulement c'est revenu. Une année là, les gens faisaient ça encore. Là, on dit à la Palmeraie, la nuit du 29 au 30 octobre, la vidéo a circulé sur les réseaux. Je reviens dessus parce que c'est pas normal. Et je veux interpeller le directeur général de la police. La police là, c'est pour protéger les citoyens, c'est pas pour leur faire du mal. Et en temps normal, on organise des opérations de rafle dans des zones suspectes. C'est là-bas, on s'en va prendre les gens, on contrôle leur identité, et puis ceux qui ont justifié leur identité, on les libère. Ceux qui n'ont pas pu justifier leur identité, c'est avec eux, on s'en va. C'est comme ça que ça se passe. Mais on est en Côte d'Ivoire et on est tout le temps dans les abus. D'abord, l'unité qui est dénoncée est d'Abobo. Hein? À Cocody ici, là, on a 8e, on a 18e, on a 22e, on a 35e. Pourquoi c'est une unité d'Abobo et puis 18e et 35e là, ils sont à la Riviera, hein? Pourquoi c'est une unité d'Abobo qui va venir faire rafle à la Palmeraie et faire des rafles sans respecter les règles? Quelqu'un présente sa pièce et puis on le prend, on s'en va à lui quand même. Donc, des gens qui venaient du travail, des gens qui partaient à la boutique, ceux-mêmes qui mangeaient dans le kiosque. Si vous écoutez la vidéo là, ça vous fait froid dans le dos. C'est des vrais policiers ou bien c'est des voyous qui ont pris voiture de police. Parce que franchement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et les gens, on les prend, on les envoie après au poste, on les garde jusqu'à 11 heures. Nous-mêmes, les fois où on a été arrêtés, où on était à la préfecture de police, des fois même c'est à 13 heures, on libère les gens. Franchement, il y a un problème. Et on les met dans des conditions exécrables. Les cellules là sont sales. Souvent même, c'est ceux qui arrivent là, c'est à eux on demande de nettoyer. En tout cas, c'est pas affaire de cellules là même, c'est vrai que c'est grave. Mais la façon dont on prend les gens là, il y a un problème. Est-ce que c'est comme ça la police devrait travailler? Et là, on n'est pas loin d'une année électorale, pardonnez. On est déjà sous tension. Il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Donc, les gens de la police, là, faites votre travail en respectant les règles. Faites votre travail correctement, pardonnez. Ne venez pas traumatiser encore les populations. Donc, vraiment, c'est une information pour le DG de la police. Il faut que ça cesse. Voilà. Grève des enseignants et dans la santé. Le 30 octobre dernier, il y a eu un conseil des ministres. Et au cours de ce conseil des ministres, en s'appuyant sur une loi anticonstitutionnelle qui a été votée lorsque le président actuel était Premier ministre, la loi 92-571 du 11 septembre 1992,
portant condition pour faire la grève. Et dans cette loi anticonstitutionnelle, on demande que si on doit faire la grève dans les services publics, c'est le Premier ministre qui doit donner l'autorisation. Autorisation, on n'a jamais vu ça. Et ça, c'est pas normal. Parce que dans le processus de grève, là, il y a des étapes. On dépose un préavis. C'est ça, nous, on connaît. Et on s'en prend des lois qui sont contre le code du travail. On s'en prend des lois qui sont contre la Constitution. C'est dans ça on est. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient suspendre les salaires de 26 responsables syndicaux. On revient dessus parce que c'est à nos enfants que ça risque de porter préjudice. D'abord, ils ont dit que dès le mois d'octobre, on va suspendre leur salaire. C'est français, on entend parler. Dès le mois d'octobre, ça veut dire quoi? On n'a pas dit pour le mois d'octobre. Parce que la grève a eu lieu en octobre. Et dans un pays normal, quand tu fais la grève, on te fait une ponction du nombre de jours non travaillés. Ils ont décrété 3 jours de grève. On devait prélever 3 jours dans leur salaire. C'est ça qui est logique. Mais comme on est en Côte d'Ivoire, là, on dit pour les 3 jours, là, on suspend leur salaire. Et ça, c'est de l'intimidation. Suspension de salaire, et puis on dit dès le mois d'octobre. Ça veut dire que ça a continué. Dès là, c'est pour dire que ça commence en octobre. C'est ça le français. Ça commence en octobre, donc ça va se poursuivre. On n'a pas la réponse. Deuxièmement, les enseignants, là, quand eux, ils font la grève, après, ils rattrapent le programme. Mais si on leur fait des ponctions, si on suspend leur salaire, nous sommes exposés à 2 risques. D'abord, ils peuvent se révolter pour poursuivre la grève. Ensuite, il se pourrait que les cours ne soient pas rattrapés puisque les jours ont été coupés, prélevés. Donc vraiment, nous, on voudrait demander pardon au ministre de la fonction publique et au ministre de l'Éducation nationale pour prendre des décisions qui vont dans le sens de l'apaisement. Déjà du 24 au 26 octobre, ils ont eu des discussions. À partir du moment où les discussions sont en cours, nous ne voyons pas l'opportunité de vouloir sévir, de vouloir sanctionner. Nous pensons que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Donc vraiment, on voudrait interpeller ces 2 ministres-là pour que cette suspension-là soit levée, que le travail se poursuive, que les négociations qui ont commencé aboutissent et que l'école ivoirienne soit sauvée. Voilà, ce n'est que notre avis. Après, c'est vous qui voyez ce que vous faites. Mais nous, on vous regarde. Ensuite, au niveau du ministère de l'enseignement, de l'intérieur, je vous assure, il y a une situation là-bas. Là. Ah, moi-même, quand c'est tombé dans mes oreilles, j'étais étonné. 8 syndicats du ministère de l'Intérieur font la grève. Ils ont déposé leur préavis. Ils vont faire la grève les 12, 13 et 14 novembre 2024. Ils disent que depuis 2020, que le ministre de l'Intérieur actuel est arrivé à la tête du ministère de l'Intérieur, il n'a jamais rencontré les syndicats. Non seulement il n'a jamais rencontré les syndicats, mais les revendications n'avancent pas. Donc, il y a 3 revendications pour lesquelles il y aura une grève les 12, 13 et 14 novembre 2024. Ces revendications portent sur quoi? La première revendication, c'est pour le paiement d'une prime à l'ensemble des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, y compris les gens de maison. Affaire de prime là, pardonnez, donner à tous les fonctionnaires, ça va finir. Vous voulez que chaque ministère fasse la grève avant d'obtenir sa prime? Donnez à tous les fonctionnaires. Ce serait juste, parce qu'ils travaillent tous pour le pays. Donc, premier point, c'est la prime. Deuxième point, c'est qu'il y a des indemnités contributives au logement qui n'ont pas été payées aux gens de maison. Ce qu'on appelle gens de maison, là, c'est les domestiques des préfets et sous-préfets du corps préfectoral, les SG, tout ça là. Ils ont boy, ils ont blanchisseurs, ils ont serveurs, ils ont jardiniers, ils ont gardiens. Tout ça au compte de l'État. C'est ceux-là. Leur salaire là, c'est pas beaucoup. Et on leur a promis une indemnité contributive au logement qu'on n'a pas
payer. Donc, ils demandent ça. Le troisième point de revendication, c'est que les gardes de sous-préfecture n'ont pas de profil de carrière. Donc, ils demandent un acte qui leur donne un profil de carrière. Donc, pour ces trois raisons, les 8 syndicats, j'ai oublié, il y a les agents des collectivités aussi. Pour l'indemnité contributive au logement, il y a aussi les agents des collectivités. Déjà, vous savez que le collectif, il y a une association des conseillers municipaux qui se plaint déjà parce qu'ils n'ont pas de salaire alors qu'ils travaillent beaucoup. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, il y a 8 syndicats du ministère de l'Intérieur. Nous voulons donc interpeller monsieur le ministre de l'Intérieur. Quand on gouverne, là, on communique. Même si on est militaire, à partir du moment où on est gouvernant, là, on communique. Depuis 2020, aucun dialogue avec aucun syndicat. Non, ce n'est pas comme ça on fait. Donc vraiment, corriger ça rapidement, parler avec les syndicats, vous allez certainement trouver un terrain d'entente. Voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Donc, du courage à tous les syndicats et attendez-vous aussi aux mesures qui ont été prises pour les autres. Parce que chez nous, ici, on ne manifeste pas. Voilà, tout est illégal, tout est prison, tout est suspension de salaire. Cela nous emmène à vous parler de l'EPU. Qu'est-ce que c'est que l'EPU? Il faut qu'à travers nos communications, là, on démystifie les droits de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que droit de l'homme. Et puis, droit de l'homme, là, c'est différent de droit tout court. Vous avez des juristes qui ne savent rien des droits de l'homme. Ça existe. Des juges, des avocats, des juristes de tout genre qui ne savent rien des droits de l'homme. Droits de l'homme, là, c'est une spécialité. Nous autres, là, c'est notre spécialité. Voilà, c'est différent. Et ça renferme tous les textes nationaux et internationaux qui parlent de la dignité humaine. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des textes même qui sont antérieurs à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ne pensez pas que c'est les Blancs qui sont venus nous apprendre droits de l'homme. Non, non. Les empires du Manding, tout ça là, ils avaient des chartes qui parlaient aussi des droits de l'homme. Il faut le savoir. Et donc, on est dans les droits de l'homme pour la sauvegarde de la dignité humaine en général, par l'application de tous les textes qui concernent les libertés. Et donc, là, il y a un examen qui est un mécanisme des Nations Unies qu'on appelle examen périodique universel. C'est un examen qui se passe comme une soutenance. Et tous les pays membres des Nations Unies n'y échappent pas. Il y a une programmation qui se fait. Et la Côte d'Ivoire est à son 4e examen. Nous sommes déjà passés en 2009, en 2014 et en 2019. Ça se fait tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Donc aujourd'hui, à 13h30 GMT, 14h30 de Genève, la Côte d'Ivoire va se soumettre à cet examen. Et normalement, quand un examen finit, il y a des recommandations. Donc depuis 2019, les recommandations qui ont été faites à la Côte d'Ivoire ont-elles été respectées? Ils vont répondre à ça. C'est le ministre en charge de la justice qui s'en va soutenir le rapport de la Côte d'Ivoire. Mais parallèlement au rapport de la Côte d'Ivoire, on demande aussi aux ONG de faire des rapports. Et cette année, le délai, c'était le 8 avril 2024. Donc, il y a l'OIDH, le MIDH, l'Association des femmes juristes et la LIDO qui ont fait ensemble un rapport alternatif où ils ont parlé des déguerpissements, ils ont parlé de la restriction de l'espace démocratique, de l'état de droit. Et donc, ils vont... la Côte d'Ivoire va devoir répondre sur tout ça. Mais n'importe quel pays, à cet examen-là, peut venir poser des questions à la Côte d'Ivoire sur n'importe quel sujet concernant les droits de l'homme. Donc, c'est vraiment un exercice très important pour nous autres qui sommes dans les droits de l'homme parce que ça permet à la Côte d'Ivoire de rendre compte à la face du monde entier. Si ce qu'elle fait est bien, elle va le soutenir. Ce qui n'est pas bien, ils vont lui relever ça et on va lui faire des recommandations pour corriger ce qui ne va pas. Et dans 4 ans, elle va venir encore rendre compte pour voir si ça a été fait ou pas. Donc, vraiment, on vous encourage à suivre ça. C'est important. C'est à 13h30. Le lien, je l'ai publié sur ma page. Donc, si vous allez sur ma page, vous allez avoir le lien. Voilà. Donc, c'était vraiment pour vous donner cette information qui, pour nous, est très, très importante. OK. On va maintenant parler des élections. Élections 2025, là, je vous ai dit.
que jusqu'au 25 octobre, même après le 25 octobre, on va continuer d'en parler parce qu'il y a la phase post-électorale aussi. Actuellement, nous sommes dans la phase préélectorale. Et il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, qui ne sont pas encore faites, dont on va parler régulièrement. Donc là, par rapport à la RLE qui est en cours, la révision de la liste électorale, il y a beaucoup de choses à dire. La période a été fixée du 19 octobre au 10 novembre, c'est évidemment pas suffisant parce que on n'a pas vite eu l'information de la période, parce que plus tôt on a l'information de la période, plus tôt on a les conditions pour participer et plus tôt les gens s'organisent pour réunir les pièces qu'il faut. Voilà, on a eu l'information le 27 septembre et ça commençait déjà le 19 octobre. Toujours est-il que malheureusement, il est constaté pas beaucoup d'affluence dans les lieux d'enrôlement. Et c'est pour plusieurs raisons. Il y en a qui n'ont pas encore pu réunir les pièces qu'il faut. Il y en a qui sont tout simplement découragés parce qu'ils n'ont pas confiance au système électoral, ils n'ont pas confiance au processus électoral, encore moins à la CEI. Et donc ça décourage les gens. Il y a des gens qui se disent que résultat d'élection, là, on connaît ça déjà, moi je ne vote pas. Nous, on veut leur demander pardon. Enrôlez-vous. Enrôlez-vous parce que vous ne savez pas comment la situation va évoluer. Si au dernier moment, vous décidez de voter que vous n'êtes pas sur la liste, vous serez pénalisé. Donc, enrôlez-vous. Le moment de voter là, vous allez décider si vous voulez faire abstention ou voter quelqu'un. Donc, vraiment, on encourage tous les nouveaux majeurs. Si vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez des parents, vous avez des connaissances qui ne sont pas sur la liste électorale, et ce n'est pas seulement les nouveaux majeurs. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas nouveaux majeurs, qui sont des vieux adultes, mais qui sont tellement découragés qu'ils ne veulent pas voter. Il y en a même qui sont sur la liste électorale et puis ils ne votent pas. Donc, il y a deux choses. Vérifiez votre présence sur la liste électorale pour ceux qui sont déjà là, parce qu'au moment de voter, il y a beaucoup de désagréments. Des fois, on vous déplace et puis vous ne savez pas. Moi, j'ai vu en 2023, là, des gens qui sont allés dans le bureau de vote et puis leur nom n'est pas là-bas. Alors que quand ils ont vérifié en ligne, c'était là-bas. Donc vraiment, déplacez-vous, vérifiez, s'il vous plaît. Maintenant, les nouveaux majeurs, là, pardonnez. À 18 ans, on est assez grand pour faire un enfant, on est assez grand pour voter. Il faut voter. Parce que voter là, c'est choisir ceux qui nous dirigent. Après, quand vous venez vous plaindre, si vous laissez les autres choisir pour vous, mais ne vous plaignez pas. Venez vous-même choisir qui vous voulez comme dirigeant. C'est très important. C'est très important. Donc, vraiment, on vous demande pardon. Les pièces sont connues. Il y a la CNI en cours de validité. On dit en cours de validité parce qu'il y a l'ancienne CNI, là. Certaines sont en cours de validité. La nouvelle CNI, le récépissé de la nouvelle CNI, le certificat de nationalité. Maintenant, la plupart des pièces, je dis la plupart parce que l'extrait de naissance n'est pas gratuit. On nous a dit que le certificat de nationalité est gratuit. Pour ceux qui veulent changer de bureau de vote, le certificat de résidence est gratuit. Malheureusement, on est en Côte d'Ivoire et on s'arrange toujours pour des magouilles. On nous a signalé qu'il y a des préfectures à l'intérieur du pays, notamment celle de Guéyo, où on continue de vendre le certificat de nationalité. Donc ça, on le signale. Voilà, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. C'est déjà compliqué. Ensuite, on veut insister sur un autre point. C'est le fait qu'en Asie, il n'y a pas de bureau de vote. On a vu le président de la CEI, France qui est comme Abidjan, là, c'est là-bas ils sont partis. États-Unis qui est comme Yamoussoukro, là, c'est là-bas ils sont partis. Alors qu'il y a des zones où il n'y a pas de bureau de vote. Nous, on entend de façon pompeuse, on a 12 100 bureaux de vote, dont 100 à l'extérieur du pays. Toute l'Asie du Sud-Est, où il y a 11 représentations diplomatiques, n'ont pas de bureau de vote. Et c'est ceux qui sont en Philippines, aux Philippines plutôt, qui nous ont signalé cela. Ça là, c'est une des raisons pour lesquelles on a dit il faut mettre la période de révision là sur une longue période, surtout que vous avez décidé de façon unilatérale de le faire à cheval sur 2 années. Voilà un problème. Le second problème, c'est que il y a eu une exclusion d'une catégorie des nouveaux majeurs. Ce que la CEI a décidé, c'était que son nouveau majeur, tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Ça pouvait passer si on était dans un contexte normal où on avait l'assurance
qu'en 2025, on allait avoir une autre révision de la liste électorale. Mais je vous le dis et je le répète parce que la répétition est pédagogique. À partir du moment où la publication de la liste définitive est prévue pour juin 2025, ce n'est pas du tout évident qu'on ait une seconde révision. Parce que quand on finit avec les révisions là, il faut organiser le recueil des candidatures, la validation des candidatures, le contentieux sur les candidatures, la période des campagnes avant d'aller voter. De juin à octobre là, il n'y a pas place pour aller faire révision électorale là-bas. C'est pour cela qu'on a dit qu'il fallait mettre ça sur au moins 3 mois. Et puis compléter les bureaux de vote là. Mettez sur au moins 3 mois et faites en sorte que ceux qui auront 18 ans, de mars à octobre, là, ils puissent être pris en compte parce qu'ils ont été exclus. Donc ça là, si ce n'est pas corrigé là, nous on va continuer de parler de ça parce que c'est notre travail de parler, de dénoncer. En tout cas, corriger toutes ces choses. C'est pour cela qu'on a dit que si la CEI travaillait bien, depuis le premier trimestre 2024, elle aurait donné le calendrier de toutes ces opérations-là, de sorte que les partis politiques et la société civile réagissent dessus, fassent leurs propositions pour que finalement on ait un calendrier consensuel sur lequel tout le monde va travailler. Ce n'est pas ce qui se passe. On navigue à vue. Aujourd'hui, on vous dit c'est telle chose, on fait. Demain, on dit c'est telle autre. On n'a pas de visibilité, ni de lisibilité. Donc vraiment, il faut que la CEI se ressaisisse. On n'a pas eu tout le calendrier pour la suite là. Il faut qu'on ait le calendrier. Et il faut qu'on en discute, qu'on le valide. Même si vous dites que comme vous n'êtes pas indépendant, vous ne décidez pas, vous allez aller montrer ça à vos patrons du gouvernement. Et c'est tout ça qui fait que nous, on dit que la CEI n'est pas indépendante. Parce que le gouvernement, là, il est monocolore. C'est le gouvernement RHDP. C'est eux qui décident pour tout le monde. Alors que l'élection, là, c'est pour tout le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vraiment, voilà ce qu'on voulait dire sur les élections. Et pour terminer sur les élections, on va vous informer sur une nouvelle initiative de la société civile qui s'appelle le CREITACI. Le CREITACI, c'est le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, ce comité a été mis en place suite à la journée de consultation populaire qui a été organisée par ACI le 22 juin 2024. Journée au cours de laquelle nous avons partagé nos propositions politiques. Tous les politiques étaient là, sauf le RHDP et une centaine d'organisations de la société civile. Nous avons partagé sur nos propositions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Donc, le rapport de synthèse de cette activité a donné lieu à la formation d'un groupement de la société civile qu'on a appelé Comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées, où on a identifié des propositions prioritaires. Parce qu'il y en a tellement. Vous savez que dans ce pays-là, ce qui va bien, là, c'est ça qui n'est pas beaucoup. Donc, il y a tellement de propositions. Nous, on en a choisi 8 qui sont prioritaires. La première, c'est l'organisation du dialogue inclusif. Dialogue inclusif que ACI demande depuis 2019. Mais on fait des dialogues thématiques, des dialogues opportunistes, c'est-à-dire que quand le pouvoir a besoin de débloquer une situation et qu'il a besoin de blaguer la communauté internationale, que lui, il associe tout le monde, il organise un semblant de dialogue avec un programme que lui seul y fixe, avec des objectifs que lui seul y fixe. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, il fait des promesses pour le reste, promesses qui restent comme ça. Il n'y a jamais de bilan d'un dialogue. On fait encore un autre dialogue et on en a fait 5. Et le dernier a eu lieu en mars 2022. Donc, si dès maintenant, on ne commence pas à être réglé, ça va nous étrangler devant là-bas et ça va être la source de conflit. Donc, nous, on a identifié 7 points qui sont très importants pour nous. Le premier point, c'est la prorogation de la révision de la liste électorale. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas s'attarder dessus. Le second point, c'est l'inclusivité. Tout à l'heure, je vous parlais de l'inclusivité des électeurs, c'est-à-dire permettre que tous ceux qui sont en droit de voter puissent voter. Il y a l'exclusion déjà de ceux qui sont nés entre de mars
2007 à octobre 2007, mais il y a une exclusion aussi parce qu'il n'y a pas de bureau de vote dans certaines zones dont on a parlé tout à l'heure. C'est difficile d'obtenir aussi certaines pièces. Tout ça là, c'est exclusion. C'est à cause d'exclusion on a fait la guerre en Côte d'Ivoire ici. On ne doit pas perpétuer l'exclusion. La deuxième chose, c'est l'exclusion des candidats. Exclusion des candidats. C'est ça là, on a pris pour nous faire la guerre. Et aujourd'hui, ceux qui disaient qu'ils sont exclus là, c'est eux qui excluent leurs camarades. Je veux revenir sur un point qui est important. On en a parlé sur Reflect TV hier, mais j'en parle encore parce que c'est important. On appelle ça de la mauvaise foi. Le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été envoyés à La Haye parce que l'État de Côte d'Ivoire dit que lui n'a pas les capacités de les juger ici pour crimes contre l'humanité. Donc, la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas encore ratifié le statut de Rome, l'a fait rapidement pour pouvoir les envoyer là-bas. On les a envoyés là-bas, on les a jugés et on les a acquittés. Sur quelle base on peut encore venir les juger dans notre pays pour les mêmes faits? Et ceux qui ne comprennent pas français, je vais vous dire que quand on dit crime contre l'humanité, là, les faits qu'on leur reproche ici, là, ça est dedans. Viol, torture, d'après le braquage, tout ça là, c'était dans les faits de la crise post-électorale. Donc, à partir du moment où la CPI les a acquittés, on ne devrait pas pouvoir venir les juger ici encore. Il y a un problème, les juridictions internationales sont au-dessus des juridictions nationales. Et la juridiction internationale que vous-même vous avez choisie là, dit qu'ils sont acquittés. Vous ne pouvez pas trier des faits encore dedans là-bas pour venir dire non, nous on les juge en Côte d'Ivoire ici, on prend ça pour distribuer 20 ans à tout le monde. C'est dans ça on est. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Parce que s'il y avait séparation des pouvoirs, les juristes d'ici là, ils allaient dire non, on ne peut pas le faire. Ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de décision, ils n'ont pas de liberté. C'est l'exécutif qui dirige tout. Donc on fait des choses qui ne sont pas normales. Vous voyez? Donc là, quand on parle d'inclusivité des candidats là, ce n'est pas service on entend demander à quelqu'un. On demande d'appliquer le droit, c'est tout. On demande d'appliquer le droit. On espère que ça va sortir, tout ça va sortir au Conseil national des droits de l'homme aujourd'hui. Parce que ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est des sources possibles de conflits qu'on peut éviter. Vous avez vu que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, son parti dit c'est lui le candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit candidat. Et ce n'est pas un service qui demande parce qu'il devrait être candidat. En dehors même de ces pays-là, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé depuis 2019 qu'ils n'ont qu'à l'inscrire sur la liste électorale. Comment on appelle ça? Liste électorale. Vous voyez? Donc franchement, ça là, il faut que ce soit réglé. Le troisième point, c'est la réforme de la CEI. Les exemples même pour dire que CEI là, c'est pas bon là, c'est trop. On dit commission électorale indépendante. Vous avez vu récemment, sur communiqué de simple révision de liste électorale, on dit le gouvernement décide. Gouvernement monocolore décide. CEI qui est censé être impartial là, c'est le gouvernement RHDP qui décide pour elle. Un problème. Et on a dit même que la composition n'est pas bonne. Et on a vu depuis que la CEI existe toutes les erreurs qu'elle a commises. 2010, elle allait proclamer le résultat d'un QG d'un candidat. Elle n'est pas capable même d'assurer la sincérité du scrutin, la sécurité du scrutin. Et le président de la CEI qui parle trop, qui dit des choses et qui se contredit. Tout ça là, ça ne met pas les gens en confiance. On dit CEI là, nous, société civile là, politique là, ils n'ont qu'à quitter dedans. On ne peut pas être jugé parti. Il faut qu'on réforme la CEI avant 2025. Et même avant avril, parce que tenez-vous bien, le mandat de la CEI finit le 30 septembre 2025. Si on ne parle pas de ça maintenant, là, ils vont venir nous dire non, on est à un mois des élections, on ne peut pas changer. Ils font quoi même et puis on ne peut pas les changer là. Donc c'est maintenant là on doit en parler. C'est maintenant on doit en parler.
Il y a aussi une ordonnance qui a été prise, vous n'êtes pas au courant, qui dit qu'on ne peut pas changer le président de la CEI 6 mois avant les élections. 6 mois avant les élections, là, c'est en avril. C'est même en mars. Donc avant mars 2025, si tout ça n'est pas réglé, ils vont nous piéger avec leurs prétextes fallacieux. Donc il faut beaucoup de vigilance. Nous, en tant que société civile, on est vigilants, mais ce n'est pas nous qui décidons. Donc là, tous les acteurs doivent se mobiliser pour pouvoir corriger les choses avant que ça ne nous crée davantage de problèmes. On parle aussi de supprimer les textes liberticides. Moi, je suis société civile, je vais donner l'exemple de l'ordonnance. L'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024, soit dit-on pour organiser la société civile, qui est un code pénal bis, qui ne parle pas des droits, ni du rôle, ni des moyens d'action de la société civile, mais qui est là pour des sanctions et où, en Conseil des ministres, on peut supprimer n'importe quelle organisation. Donc là, on avait vu l'article 185 nouveau, il y a le code pénal même anticonstitutionnel qui nous empêche de manifester. Tout ça là, c'est des lois anticonstitutionnelles qui ne devraient pas exister. Et c'est tout ça qui prouve que l'Assemblée nationale là, là-bas là aussi là, comme c'est eux qui sont majoritaires, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'analyse. On dit le président a dit, c'est fini. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est dans un contexte comme ça, là, on dit on s'en fait élection encore. Donc, nous on demande ça, on demande aussi la libération des prisonniers d'opinion. Il y a 2 catégories de prisonniers qu'on doit libérer. Les prisonniers issus des différentes crises, on devrait les libérer. Parce que nous tous, on est ivoiriens. On sait qui fait quoi. Et puis on sait ceux qui ont fait quelque chose et puis on ne leur a rien fait. On sait aussi ceux qui n'ont rien fait et puis on les a mis en prison. Donc vraiment, on n'a qu'à régler ça là. Parce que c'est tout ça là qui rentre dans la réconciliation. C'est qui rentre aussi dans la réconciliation qui n'existe pas et puis on ment comme d'habitude que ça existe là. Il y a des exilés. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Il y a des exilés, dont le plus célèbre s'appelle le Premier ministre Guillaume Soro. On ne peut pas dire que les Ivoiriens sont réconciliés. Il faut que les exilés reviennent. Le président Soro Guillaume, là, c'était leur champion. Aujourd'hui, c'est devenu leur démon. Nous, c'est notre frère. Il est ivoirien, c'est un leader politique au même titre que les autres. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Ensuite, nous, on entend parler de paix. Hein, ce n'est pas militantiste. Vous avez vu qu'on a cité les gens de tous les partis. Même dans l'affaire de inclusivité, là, on insiste aussi sur le cas du ministre Charles Blé Goudé. Crise post-électorale, là, on est en Côte d'Ivoire ici. On connaît les acteurs de premier plan. Ils ont tous été graciés ou amnistiés. Lui, là, rien. Pourquoi? Lui aussi, on doit le gracier ou l'amnistier. Il a fait quoi de plus que tous ceux qui ont été graciés et amnistiés? Vous voyez, non? On est dans un contexte d'injustice, d'incohérence totale. C'est grave. Et puis, ils n'ont pas honte. Moi, vraiment, ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne. Ça me dépasse même. C'est ça, là, on a choisi comme dirigeant. C'est ça, on vous dit, allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous changez les choses dans les urnes. Vous parlez, vous n'êtes pas sur la liste électorale. Pardonnez. Le dernier point qu'on a abordé, c'est l'équité dans le traitement des informations, surtout dans les médias publics. Vous avez vu, sur nos factures, là, on paye tout. On paye redevance RTI, on paye redevance ordures ménagères, on paye quoi encore même, redevance pour l'électrification rurale. Mais redevance RTI, on paye là. C'est nous tous, on finance la RTI. Encore faudrait-il qu'on leur reverse ça. Mais nous avons le droit, nous tous là, de paraître sur la RTI. Moi seulement là, on ne me présente pas sur RTI. Si vous me voyez sur RTI là, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. J'étais à côté de quelqu'un qu'ils étaient obligés de montrer. Mais ce n'est pas sérieux, nous tous on paye. Et le public a le droit d'avoir tous les sons de cloche. Pouvoir, opposition, société civile, c'est à lui de se faire son opinion. Mais chez nous ici là, on a
caporaliser tous les médias publics. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait comment? Heureusement encore que ça existe. Donc vraiment, tous ces 7 points, avec le principal qui est le dialogue inclusif, que Dieu fasse que nos dirigeants soient habités de sagesse pour pouvoir organiser ce dialogue inclusif avant la fin de l'année, dans le pire des cas au début de l'année prochaine, pour qu'on puisse régler tous les problèmes afin qu'on aille aux élections tranquillement. Et ce sera à nous, le peuple, de décider qui on veut. À bon entendeur, salut. On va passer aux informations de ACI rapidement, parce qu'on doit aller écouter à 13h30 le Conseil, la Côte d'Ivoire au Conseil national des droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme plutôt, pas national. Donc, comme tous les premiers dimanches du mois, j'anime une émission sur The Mind Radio, qui est une radio de la diaspora basée aux États-Unis, où on fait le point de l'actualité mensuelle et puis on échange avec nos frères de la diaspora. On n'a pas pu le faire ce dimanche-là, simplement parce que actuellement tout le monde est pris avec les élections aux États-Unis. Ça va finir mercredi là, donc le dimanche prochain, on pourra avoir notre émission et certainement qu'on va revenir sur les PU dans les détails. Voilà. On vous a informé qu'on est en train de faire des cotisations pour notre siège. Les membres de ACI connaissent leur taux. On remercie ceux qui ne sont pas membres de ACI qui nous soutiennent. Le numéro Wave et Orange Money pour contribuer, c'est le 07 87 211 777. Je répète, 07 87 211 777. Pour adhérer à ACI, il y a un seul numéro, le 07 57 92 07 57 82 96 08. Je répète, 07 57 82 96 08. C'est ce numéro qu'il faut contacter si vous voulez être membre de ACI. Voilà. Vous écoutez les mardis de Pulchering Ballet, comme d'habitude, avec tous les sujets que vous venez vous-même d'écouter ici. Nous devons dire merci. Merci à cette dame-là une fois de plus, qui tous les mardis fait un maximum d'efforts de nous délivrer ce qu'il y a de plus mieux pour le combat de la politique. Mais la team, vous pouvez me donner vos avis par rapport à cette sortie. Mais j'ai envie de dire ici qu'il y a des graves révélations sur la gestion du super économiste venu tout droit du FMI. Ici, Africa Intelligence nous parle de M. Alassane Ouattara et de sa révolution économique en Côte d'Ivoire. L'État accumule les impayés auprès du groupe Bouygues. Publié le 5 novembre 2024 à 5h40, Côte d'Ivoire, l'État accumule des impayés auprès du groupe Bouygues depuis près de 10 mois. Abidjan ne s'acquitte plus de ses factures auprès des producteurs de gaz naturel Foxtrot International. Malgré cela, la filiale du français Bouygues continue d'approvisionner les centrales thermiques de production électrique du pays. Mais le dossier suscite des remous au sein de la direction du groupe. Désolé de cette façon de lire, c'est que les écritures sont tellement minuscules qu'on en a du mal à les voir. Il pourrait même être évoqué par Martin Bouygues ou Olivier Bouygues dans les prochains jours, les deux frères très proches du couple présidentiel ivoirien depuis plus de 25 ans. Depuis plus de 20 ans, je dirais. Pourrait se rendre à Mourdine, sud de la France, où séjourne actuellement Alassane Ouattara. Malgré les réajustements des tarifs, le gaz qui est passé à 10% le 1er janvier 2024, il faut le dire, hein, le secteur ivoirien de l'électricité est particulièrement instable depuis le début de l'année, avec une multiplication des pannes et des coupures sur le volet BTP. L'État, qui avait également accumulé les impayés, a régularisé mi-2024 une partie de ses opérateurs économiques actifs dans le pays, font face à de nombreux impayés de la part de l'État. Une poignée d'entreprises, notamment ivoiriennes, ont été contraintes de négocier des aménagements avec les banques, en gagnant pour certaines plusieurs de leurs actifs. La situation résulte
de la priorité donnée par l'État au paiement de sa dette extérieure. Voilà donc Alassane Ouattara qui est le meilleur des économistes qui n'arrive pas à payer ses dettes. Il prend des trucs à crédit. Il ne paye pas. Et tout ça sur le dos de la Côte d'Ivoire. Voilà donc votre économiste. En fait, c'est un économiste qui a toujours cru que pour faire enrichir un pays, il faut que ce pays vive permanemment dans la dette. Mais jusqu'où la dette? Jusqu'où? Parce que c'est pourquoi la vie devient chère en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tous les jours les prix augmentent et que les Ivoiriens sont étouffés par tout ce qui augmente. C'est pourquoi Ouattara est obligé de vendre les terres, de chasser les gens de leur village et de donner ces villages-là aux étrangers. Il faut trouver des voies et moyens pour rembourser l'argent. Et tout chemin menant à Rome, il utilise tous les chemins, même quand ça fait mal à son peuple. Bon, son peuple, est-ce que c'est vraiment son peuple? Affaire à voir. Son peuple, c'est ceux avec qui il mange. C'est ceux avec qui il est dans le gouvernement. C'est ceux avec qui il dirige. Est-ce que c'est le bas peuple? Il s'en fout éperdument du bas peuple. Il n'a pas peur de le dire. Il l'a dit plusieurs fois. La team, ce n'est pas un vrai économiste. Il nous a blagué. Il nous a menti. Aujourd'hui, tout est devant nous. Ce n'est pas un économiste qui change quelque chose. C'est un homme, c'est un leader. Avec de véritables personnes qui sont entourées autour de lui. C'est eux qui changent un pays. Mais pas un économiste ou un banquier. Jamais.